Et aujourd'hui, on va parler football, mais aussi volley. Et puis surtout, ça va castagner un petit peu, puisqu'on va parler de K1 et puis également de Jiu-Jitsu, Mathieu. Complètement. Et puis bien sûr, on accueille ce soir notre invité. Bonsoir Albano Olivetti. Bonsoir. À y croire, on pourrait peut-être penser que vous êtes un joueur de basket avec vos 2 mètres. Là, ça se voit pas avec le tabouret. Vous êtes bien joueur de tennis alsacien. On reparlera de votre parcours tout à l'heure, mais on commence aujourd'hui, Mathieu, avec du volley. Honneur aux filles aux Mulhousiennes, la SPTT Mulhouse, match au sommet de ce début de saison, 8e match comme de la saison. Ça se passait samedi soir au Palais des Sports. Regardez ces images, en face c'était Béziers, à gauche, champion de France en titre, c'est déjà pas mal. À droite, Mulhousiennes, les champions de France 2017. Duel au sommet, donc, dans un Palais des Sports abondamment garni, avec plus de 3000 spectateurs. Les Mulhousiennes un petit peu dans le dur en début de match, c'est Béziers, qui fait la course en tête et les Mulhousiennes vont sauver grâce à Léa Solner notamment 3 balles de 7 comme ici, et à l'arraché ce sont les Mulhousiennes qui vont finalement empocher la première manche de haute lutte 28-26, scénario identique dans le deuxième set. Béziers tape fort, se détache, mène de 5 points, 19-14, et là les Mulhousiennes vont avoir un réveil tonitruant, passer un 11-1 à leurs adversaires, et les Mulhousiennes remportent la deuxième manche 25-20. Elles mènent rapidement donc 2-7-0 contre les championnes de France. Dans l'euphorie, elles enchaînent avec un troisième set quasiment parfait qu'elles dominent de la tête et des épaules. Les filles au contre se font plaisir, le public est ravi et les Mulhousiennes empochent une superbe victoire. Victoire finale donc en 3-7 à 0, 25-18 dans le dernier set. La joie de Magali Magaï, l'entraîneur des Postières, sans faute pour les Mulhousiennes, encore invaincues en championnat à domicile. Leur bilan 7 victoires, 1 défaite. Elles partagent la tête du championnat avec le Canet. Soirée parfaite ou presque pour les Mulhousiennes. Écoutez-les. Moi, ce qui me plaît avant tout, c'est cet état d'esprit, ce cœur et ce collectif, voilà. On a surtout rétabli la défense, c'est-à-dire que plus de combativité avec le public, et quand on joue à la maison, tout de suite ça l'équipe en face, je pense, elle se sent un peu étouffée, et je pense que c'est ça ce qu'on a fait. Et après les féminines en volley, on passe, Mathieu, au masculin avec le Racing, le football. Ouais, et beau samedi pour les Mulhousiennes, beau dimanche pour le Racing qui était à Rennes. Regardez ces images, le Racing qui va encaisser un très joli but, ouvrez grand les yeux, la frappe d'Ismaïl Assar. Une très belle lucarne qui permet au Stade Rennais, mal en point au classement, de mener 1-0. Réaction des Strasbourgeois, 10 minutes plus tard, le débordement de Kenny Lala. La reprise d'Adrien Thomasson, ça fait un but partout. Et puis Jonas Martin va enchaîner 2 pénaux, un en fin de première mi-temps, un en début de seconde période. Le Racing mène 3-1. Le tout se présente bien, le corner de Linard, la remise de la tête de Koné et le petit geste de Pablo Martinez pour un défenseur central. C'est plutôt pas mal, la petite talonnade, la petite magère. Le Racing s'impose 4-1 et s'accroche, s'installe bien dans la première moitié du classement. Le Racing est 8e. 2 matchs au menu de cette semaine, 2 matchs à domicile à la Méno. Paris vient perdre son match habituel de la saison. Ce sera mercredi soir, 21h, guichet fermé. Arrêtez de nous appeler pour avoir des billets, il n'y en a pas. Et dimanche, sinon, 15h, là peut-être qu'il en reste, il y aura Albano Olivetti. Racing, foot, pas mal. Ouais, je suis le Racing et j'ai la chance dimanche de m'y rendre. Allez, ça sera avec 2 victoires, on serait pas mal. Puis chose promise, chose due, on va passer au K1. Alors je sais pas si vous connaissez, Albano. Un petit peu, sans plus. Mathieu ? J'ai professionnellement eu l'occasion d'y aller. J'ai hésité à pratiquer et puis finalement non. Alors regardez ces images de Vincent Bessières, ça se passait ce week-end. Discipline qui se rapproche du kickboxing, on utilise les pieds, les poings, les genoux, mais juste pas les coudes. Et puis on a le droit au corps à corps, mais le tout forcément en temps réduit. C'est-à-dire qu'on peut rester collé, mais pas trop longtemps, voilà, pour faire simple. Alors ça se passait samedi au gymnase, là vous les voyez juste collés, et l'arbitre qui les sépare quand c'est trop long. Donc samedi, ça se passait en 3 rounds de 3 minutes, une belle prestation des boxeurs strasbourgeois qui étaient bien représentés. 45e victoire chez les pros pour Jérémy Antonio, vous le voyez juste ici, voilà, avec le short rouge. Et puis juste après, première réussie aussi pour Aziz Abdelawi, qui était habitué plutôt à la boxe française. Dans le Frangin était également, tous les deux d'ailleurs, je crois, champion du monde et champion d'Europe de boxe française. Il y avait le combat phare de la soirée, Akram Hamidi, qu'on avait reçu sur ce plateau la semaine dernière. Lui, il y avait un titre de champion d'Europe à aller chercher. Oui, puis c'est le jeune, regardez-le sur ces images, 19 ans seulement. Vous le voyez là, qui a juste avant de rentrer sur le ring, il faisait son combat contre Samuel Andolina, le tenant du titre, donc l'Italo-Maltais, qui a souffert durant ce combat-là. L'Alsacien qui était encouragé par 1500 spectateurs dans la salle. Et alors Akram Hamidi n'avait a priori pas prévu que le combat se déroule en 3 rounds comme prévu.
puisqu'il a décidé de l'écourter. Il a mis à mal vraiment l'Italien, voilà, d'abord par terre, l'Italien qui vraiment souffre, un petit coup de genou, encore hop, et voilà, encore par terre, et puis là c'est l'arbitre qui décide d'arrêter le match. C'est donc une victoire pour l'Alsacien qui est champion d'Europe en moins de 55 kilos. C'est son premier titre en international chez les pros, et je voulais, si on peut juste revoir ces images, on n'a pas eu le temps juste la fin de ces images. C'est un sport qui est quand même assez, on se bagarre, on se tape dessus, faut le dire. Et voilà, regardez, il est quand même sympa à faire un petit bisou sur le front à son adversaire. Voilà, c'était quand même l'image qu'il fallait un petit peu relever. Écoutez-le à l'issue de la rencontre. Il était très déterminé. Il a appliqué la stratégie qui était de taper fort au corps, piquer en genou. Ça a marché. J'étais chaud, j'étais à domicile. C'est la première fois que je boxe à domicile, donc j'étais vraiment remonté. Et le chaos se sentait déjà. Très très bonne victoire, une très très grosse préparation et voilà, on a atteint notre objectif. Sacrée soirée en tout cas, et gros succès en tout cas des sports de combat. Beaucoup de monde a cerné en boxe anglaise il y a 2 semaines, beaucoup de monde, et le guichet est fermé d'ailleurs à la Rotonde ce week-end. Et longue et belle carrière à Akram Hamidi, 19 ans seulement, vous le disiez Marine. Il a un peu plus que 19 ans, mais il a encore de sacrées années devant lui. Albano Olivetti, on va parler tennis. On va parler de votre carrière à vous. C'est souvent un sport individuel, le tennis. Il y a quand même la partie par équipe qui vient de se terminer, le championnat de France par équipe. Vous êtes licencié depuis toujours au tennis club de Strasbourg, enfin quand vous étiez Une dizaine d'années. âgé, on va dire, voilà. Le Strasbourg qui a assuré son maintien parmi l'élite il y a une dizaine de jours. Qu'est-ce que ça représente les championnats de France par équipe? C'est vraiment une parenthèse particulière dans une saison où on est habituellement concentré sur soi-même. Bah ouais, c'est bien sympa parce que justement le tennis c'est un sport individuel, donc avoir un peu la notion d'équipe, sincèrement, surtout en fin de saison en plus pour finir l'année, ça fait vraiment du bien, et surtout quand je suis entouré avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et en plus on a eu la chance cette année d'accueillir Dan Haddad dans notre équipe, avec qui je m'entraîne quotidiennement. Donc voilà, on a une bonne équipe avec un bon état d'esprit, on a réussi à se maintenir alors que c'était vraiment pas fait au départ. Côté individuel, vous étiez votre meilleur classement, si je ne me trompe pas, 161e en 2014. C'est ça. Aujourd'hui, 392, vous avez eu pas mal de blessures durant ces quelques années, vous êtes arrêté notamment. Comment est-ce qu'on revient à un haut niveau comme ça Comment est-ce qu'on revient? Bah, il faut surtout pas lâcher. C'est vrai qu'à un moment on m'a quand même dit que c'était vraiment pas sûr que je puisse continuer le tennis. Donc là c'était un petit peu compliqué, mais j'ai jamais vraiment lâché, j'ai essayé de revenir. Voilà, j'ai pas encore retrouvé mon meilleur classement. Il y a toujours des petites choses qui font que voilà, ça se passe un peu moins bien que ce que ça pourrait arriver, mais je désespère pas et j'espère que ça va remonter un peu plus haut. Comment ça se passe quand on est au quotidien comme ça, quand on est entre grosso modo la 300 la 400e place mondiale? On vit complètement du tennis, on peut se consacrer que à ça, on est obligé de bricoler à côté. C'est quoi le quotidien d'un joueur de On ne peut pas bricoler à côté parce que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de voyages. Maintenant, quand on est entre 300 et 400, effectivement, c'est pas toujours évident. Par exemple, les matchs par équipe, c'est une bonne source de revenus pour pouvoir financer sa saison, parce que le problème du joueur de tennis, c'est qu'il y a beaucoup de frais. Donc il y a souvent les déplacements, les hôtels ne sont pas toujours pris en compte. Donc il y a ce côté-là un petit peu à gérer, et les tournois, à partir du moment quand on joue les challengers, etc., c'est plus sympa, il y a plus d'argent, les qualifs de Grand Chelem, etc., donc là il faut être 250. Mais quand on est après, c'est pas forcément évident, et les matchs par équipe, quelques tournois français aussi, il y a quelques garanties pour essayer de rentrer un peu d'argent et être un peu plus tranquille. Vous n'êtes justement pas aidé par le règlement ATP sur les tournois Challenger. Si vous passez pas les phases de qualification, vous n'avez pas de points, même si vous gagnez certains matchs. On va juste regarder ce tweet. C'était il y a quelques temps de Grégoire Jack, regardez, voilà, qui avait écrit: on est cofondateur de l'association Toujours 203 avec Alba. Le principe est simple, vous êtes bénévole de l'association en remportant 2 matchs bien accrochés pour finalement perdre au dernier tour des qualifs et l'avoir dans le cul, c'est lui qui le dit. Qualifié, c'est votre double. Ouais, ça marche pour les deux. Ça illustre bien la difficulté voilà, de pouvoir évoluer en tant que professionnel en fait, dans le milieu. Bah, les challengers, c'est un peu la jungle en fait, parce que c'est devenu très fort en plus cette année. Et effectivement, ça m'est arrivé 4 fois cette année de me retrouver au dernier tour en ayant battu des mecs qui sont 300, même dans les 300, 400. Et au final, je perds le dernier tour. J'ai pas été repêché parce que j'ai pas été lucky loser. Et du coup, je me retrouve avec rien que des frais, pas de points ATP, pas d'argent. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment frustrant. Maintenant, ils sont en train de changer un peu la réglementation pour qu'il y ait un peu plus de joueurs qui en vivent. Donc il n'y aura plus de cahier de challenger l'année prochaine. Mais c'est en fait, il y a 2 circuits distincts. Donc le circuit un peu des futurs et le circuit Challenger, mais ça devient encore plus dur d'accéder directement au circuit Challenger, vu qu'il n'y aura plus de qualification. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour franchir ce cap, pour être grosso modo dans les 250 et être déjà dans des tournois ou à un niveau qui permet de sécuriser un petit peu sa carrière? C'est quoi le pas qu'il faut franchir encore en termes de progression?
Je pense que le niveau, à temps en temps, était là. Après, c'était un petit peu la régularité dans les prestations mentales aussi, de tenir toute la saison. C'est jamais évident. Il y a des moments où c'est un petit peu plus dur que d'autres. Et là, en fin de saison, j'étais bien mieux sur ce point. Et j'ai réussi à faire un beau dernier tournoi sur les qualifs de Challenger en Allemagne. Mais voilà, il faut que je progresse encore dans ce domaine pour être plus fort. On parlait tout à l'heure de votre double que vous menez avec Dan Hadad. Il l'a dit dans une interview il n'y a pas très longtemps qu'il a un rêve qui pourrait se concrétiser, ce serait de faire Roland Garros avec vous. Est-ce que ça fait partie aussi de vos objectifs ? Bien sûr. Après, cette année, on n'était pas loin peut-être d'avoir une wildcard. En tout cas, on ne l'a pas eu. On a demandé. Je pense qu'à quelques places près, ça aurait pu passer pour nous. Ça n'a pas été le cas. Mais j'espère que dans les années à venir, qu'on n'ait pas besoin de wildcard, qu'on puisse rentrer. Parce que Dan, il est excellent, surtout pour son âge, pour un jeune de 19 ans. Il a des qualités de joueur en double qui sont assez monstrueuses. Donc je pense que je n'ai pas de souci à me faire pour lui. J'espère qu'on pourra le disputer ensemble. Ce serait vraiment génial. On a l'occasion d'ailleurs de vous inviter tous les deux. C'est que c'est un joueur de 19 ans qui était à Ostwald pendant longtemps, qui vous a rejoint au Tennis Club de Strasbourg. Vous entraînez du coup au quotidien. Il y a un rôle particulier ou c'est juste on est juste partenaire d'entraînement, ou quand on est un peu plus âgé, qu'on a un peu plus de vécu sur le circuit, forcément il y a un côté un peu grand frère aussi? Ouais, c'est un peu plus que juste un partenaire d'entraînement. Je m'entends très bien avec lui, même si voilà, on a 8 ans d'écart, mais je sens pas vraiment le décalage que je peux ressentir avec d'autres. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant d'être avec lui, et j'essaye un petit peu de temps en temps partager mon expérience, parce que voilà, à 19 ans, on se dit peut-être des choses par moment. Je me mets un petit peu à sa place, je me souviens, je me dis bon bah voilà, je peux le comprendre. J'ai connu ça. Voilà, donc j'essaye un petit peu de l'aider comme je peux, du mieux possible, et voilà, je suis pas inquiet pour lui, je pense qu'il a un bel avenir. On suivra ça évidemment. On revient au tennis dans un petit instant, Marine. On va parler basket avec un match au sommet en National 1, les deux meilleures équipes alsaciennes face à face ce week-end. Voilà, c'est ça se jouait entre Geisposheim et la SIG féminine. Regardez ces images de Vincent Bessières, Geisposheim en blanc, la SIG en rouge. La meilleure attaque, Geisposheim contre la meilleure défense, donc la SIG. C'est d'abord une mauvaise entame pour Geiss, premier quart-temps. La SIG qui domine des deux côtés du terrain, en attaque comme en défense. Et puis en plus de ça, elles ne font pas de cadeaux puisqu'elles chopent tous les rebonds. Geisposheim qui finit le premier quart-temps avec 11 points de retard. Et le match qui devient un petit peu plus équilibré. On voit le duel là, entre les deux intérieurs, entre Geispo et la SIG. Kadila pour la Geispo et Popovic qui en plus de ça, voilà, juste avant la mi-temps, bim, elle se permet un petit contre. La deuxième mi-temps, les Geisposheim en blanc remet un petit peu d'intensité dans son jeu, mais ça ne suffit pas puisque la SIG rend à chaque fois derrière, est agressive. Geisposheim qui n'arrivera pas malheureusement à revenir en dessous de ces 10 points cruciaux. La SIG qui l'emporte 63-76, la SIG qui donc est en tête de National 1, première et leader. Geisposheim troisième. Écoutez les réactions des joueuses et de l'entraîneur après le match. Je pense qu'elles ont les joueuses d'expérience qui font que, et nous, il faut qu'on se base sur ça pour travailler plus dur et pour répondre présente à tous les autres matchs. On a comme objectif d'arriver dans le haut de tableau, et c'est pas parce qu'on a vécu une défaite là que le haut de tableau il est fini, faut qu'on continue nos efforts. On est arrivé à poser notre défense, 63 points face à la meilleure attaque de la poule. Je pense que voilà, c'était un peu la clé du match, et on est parvenu à imposer ce qu'on voulait faire. Donc voilà, on est satisfait. C'est encore que la phase allée du championnat, donc pour l'instant, c'est clair que les voyants sont ouverts. Maintenant, après, voilà, il faut qu'on continue à travailler parce qu'on sait qu'on est attendu par toutes les équipes. Et ça ne sert à rien d'avoir gagné ici si on perd la semaine prochaine. Puis on va continuer, on passe du basket au sport de combat à nouveau, Mathieu. Ouais, c'est votre week-end sport de combat, Marine, après le K1 et le kickboxing. Dimanche, Jiu-Jitsu, Coupe de zone Est, l'occasion d'aller découvrir cette discipline. Ça se passait du côté d'Ilkirch, tournoi qualificatif pour le championnat de France. Regardez ces images, le Jiu-Jitsu brésilien. Alors ça pourrait ressembler à du judo par exemple. Il y a le tatami, on dit pas kimono, on dit un gi au Jiu-Jitsu brésilien. Pas de projection, pas de coup porté, évidemment, c'est uniquement c'est essentiellement du travail au sol. Le but, soumettre l'adversaire, soit il y a différentes techniques et possibilités, soit par étranglement, soit par un différent système de clés, que ce soit sur les articulations des membres supérieurs ou inférieurs. C'est du coup le travail de base des combattants, notamment en MMA, le jiu-jitsu brésilien qui s'est beaucoup imposé. Pas mal de clubs très dynamiques dans la région, notamment le club Infini Jiu-Jitsu de Strasbourg qui a organisé cette coupe de zone Est. Ça se pratique au féminin également, Marine, je vous sens très intéressé, je sens que c'est pour vous. En tout cas, beaucoup de
Beaucoup de sacrés combats et surtout une seule période de 5 minutes et on est toujours, vous voyez, ultra tendu, ultra crispé, physiquement extrêmement éprouvant. Tout ce système de clés de jeu fait que cette discipline est surnommée les échecs humains. Explication. On le compare souvent au jeu d'échecs, parce que, comme je vous dis, il y a une infinité de combinaisons, d'attaques, de contre-attaques et de successions d'attaques où on anticipe les mouvements à l'avance. C'est extrêmement riche, il y a énormément de techniques, mais l'adversaire lui aussi connaît bien les techniques, donc on est toujours dans un jeu en permanence où c'est la ruse, où c'est la gestion du stress, du souffle aussi, de l'énergie, parce que 5 minutes, mine de rien, on ne se rend pas compte, mais c'est long. Et derrière, on doit être tout le temps dans un mouvement défensif-offensif et ne rien lâcher en fait à chaque instant. Alors, je suis pas très douée en échec, alors je suis pas sûre d'être douée dans la pratique. Hein. Je vais rester dans mon activité à moi. On va passer au squash, Mathieu. On va passer au squash avec le Mulhouse Squash Club. Regardez ces images, ça se passait ce week-end, deuxième journée des interclubs du championnat de France. En élite, hein, évidemment, les Mulhousiens, comme toujours, en blanc à domicile, avec 2 matchs au menu. Ça s'est moyennement passé, mais c'était un petit peu attendu. Une défaite contre Valence lors du match du matin, victoire contre Aix lors des matchs de l'après-midi. Mulhouse qui était, comme certaines équipes, privé de ses meilleurs joueurs, de ses étrangers notamment, parce qu'il y avait un tournoi international au même moment. Et son capitaine et meilleur joueur, Mathieu Castagnier, le numéro 2 français, 26e mondial, double champion d'Europe avec l'équipe de France, était forfait, il est blessé. Les Mulhousiens s'en sortent quand même limite un petit peu du coup la casse. Christophe André, le Réunionnais que vous avez vu en image, a fait le job. Le prochain tour, il faudra patienter un petit peu pour Mulhouse, qui est toujours un des meilleurs clubs français. Ça sera au mois de mars, avant d'éventuels playoffs. Oui, ça serait bien d'éviter Montpellier, le favori de ce championnat marine. On reparle tennis. Allez, côté coulisses cette fois-ci, ça s'appelle Dans le vestiaire. Ah bah nous, on va commencer par cette petite vidéo que j'ai trouvée sur votre mur Facebook. On l'a partagée, alors on la regarde et puis on vient dessus. C'est un entraîneur en rugby, un papa qui motive un petit peu son fils, c'est ça? Et est-ce qu'en tennis, c'est quelque chose qui vous motive, ça se fait? Je me souviens de l'avoir vu cette vidéo, en plus on était à 2 doigts de la faire avant la présentation des équipes à Strasbourg, on s'était tagué dessus, on l'avait vu, mais bon, malheureusement on ne l'a pas fait, ça aurait pu être sympa. La saison prochaine. Saison prochaine, c'est une bonne idée. Ouais. Le AK du TCS. Pour commencer la saison. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que ça a eu un effet. Regardez ces photos. Alors ça, c'était avant que vous voyez la vidéo. Alors c'est vous, un petit peu, la tête dans la serviette. Et puis après avoir vu la vidéo, là, voilà, vous avez la rage de vaincre. Ça change tout, hein, quand même, une vidéo sur Facebook. On va passer à votre service. C'est quand même une de vos qualités principales, hein, surtout. Est-ce que ça ressemble à ça, votre pire service? Regardez cette vidéo, vous voyez là. Ça vous est déjà arrivé de faire ça, vous qui êtes l'expert un petit peu dans le domaine? Comme ça, non, j'y suis pas parvenu. Mais le problème, c'est qu'elle a complètement boisé sa frappe, donc du coup, elle est partie directement dans les gradins. J'en profite pour vous demander, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, comment réussir un service. Vous n'êtes pas loin des records français, mondiaux. Vous aviez un record d'ailleurs inofficiel, ouais. Je ne sais plus si c'était sur un... Alors j'ai le deuxième du monde, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, qui a été à 254. En tout cas, j'ai le record de France à 243, ça c'est sûr. C'est quoi le secret, un service à cette vitesse-là? Il y a une histoire de timing, forcément un petit peu d'explosivité musculaire, et après c'est un ensemble. La technique est aussi assez importante, parce que même si on a beaucoup de force, s'il n'y a pas le timing, s'il n'y a pas le relâchement, la balle elle ne va pas forcément avancer aussi vite, donc c'est vraiment un ensemble. C'est quelque chose que vous avez, une qualité que vous avez conservée, même si on s'arrête très longtemps, même si on est opéré de l'épaule, en plus si je dis pas de sottises. Oui. Cette qualité, elle revient, on la garde, comment ça se passe? Au début, c'était un peu compliqué, c'est ce qui me faisait peur parce que j'ai une hernie cervicale, donc mon épaule a été directement touchée, donc mon muscle il s'est complètement atrophié. Et au début, forcément, je servais moins fort, mais aujourd'hui, j'ai la sensation d'être revenu quasiment à mon maximum. Et quand on a un gros point fort dans son jeu, comme ça, comme un énorme service, on voyait tous les aces en illustration tout à l'heure, ou les services gagnants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça impacte sur tout le jeu? On continue de bosser sur son point fort, ou du coup, on essaye que les autres coups arrivent au même niveau? Il y a un petit peu 2 écoles, en tout cas mon service, je sais qu'à partir du moment où mon service est en place, je vais être embêtant pour quasiment beaucoup de joueurs. Après c'est aussi un petit peu le problème, c'est que je suis moins performant notamment au retour, et que quand je vais jouer quelqu'un peut-être qui va être un peu moins fort, je vais aussi avoir du mal à le battre parce que je vais pas breaker et inversement, donc voilà, c'est un petit peu, il y a toujours un petit peu les 2 côtés de toute façon.
Et justement, si je vous demande le joueur qui vous inspire le plus, est-ce que c'est un bon serveur justement ou pas du tout? Si vous aviez un modèle, Je suis obligé de regarder un petit peu les mecs qui ont un service incroyable. Aujourd'hui, il y a quand même John Isner et Ivo Karlovic. Même si Ivo Karlovic, il est un petit peu moins présent en ce moment, il a aussi dû être blessé, mais c'est les deux meilleurs serveurs. Ils sont un petit peu plus grands que moi encore, et ils ont vraiment des stats incroyables. 10 secondes, Mathieu, une petite vidéo de quand il était tout petit. On la regarde rapidement et puis après... Alors mon rêve ce serait d'être numéro 1 mondial au niveau des points ATP. J'ai comme modèle au niveau des joueurs, ce serait Pete Sampras en vue de sa volée et de son service. C'était pour vérifier si vous aviez toujours les mêmes favoris, voilà, j'en profitais, c'était vous aviez 12 ans. Il y a tous les logos, hein. C'est nos images à nous d'il y a... C'est quelle année ça? Je devais avoir 12 ans. 12 ans, ouais. Ça fait plaisir en tout cas de voir ça. Allez, il y aura plein d'autres belles saisons. Albano Olivetti, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Top Sport ce soir. Marine, on vous retrouve lundi prochain. Bien sûr. De quoi c'est-il qu'on parlera? Sport de combat, je vais essayer de m'y mettre, donc voilà. Je vais faire une petite démo en direct. Je vous inscris, j'ai le numéro, je vois tout ce qu'il faut.